Sur un film comme Harry Potter, on arrive sur une licence, et donc là, ça veut dire zéro liberté. Donc on est sur un chemin balisé, sur des rails, et on doit faire exactement ce qu'on nous a demandé de faire, à la couleur près. J'ai fait une image qui était censée se passer pendant le combat final quand Poudlard est attaqué, et donc il y a des élèves sur des balais qui volent dans tous les sens et qui luttent contre des sorciers méchants qui eux-mêmes sont sur des balais, et donc ils s'envoient des éclairs et des effets magiques à la figure. Donc clairement, là, on m'a dit, bah, eux, ça doit être des éclairs rouges, eux, ça doit être des éclairs bleus. Il n'y a pas, j'ai pas à faire de proposition là-dessus. Ça doit être comme c'est prévu, parce que c'est une licence. Donc ça, c'est clair qu'il n'y a vraiment aucune liberté. Après, c'est rigolo, parce que c'est marrant de travailler sur des projets aussi connus, aussi prestigieux, mais en termes créatifs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur Corto Maltese, moi, j'ai fait mon travail habituel jusqu'au bout, puisque le film s'est arrêté au moment de tout début de la production. C'est-à-dire, ils étaient en train de construire les décors. Donc moi, en fait, j'avais quasiment terminé ce que j'avais à faire. J'ai fait une trentaine de concept art et une quinzaine de croquis, je pense, de croquis poussés. Mais j'aurais vraisemblablement refait comme sur La Belle et la Bête si le film s'était terminé et je serais revenu en post-production. Ça, c'est tout à fait clair. En tout cas, mon travail était terminé. Et malheureusement, le film s'est arrêté à cause de la mort d'un des producteurs, alors le casting était fait, le planning de tournage était fait, les comédiens étaient embauchés, enfin tout était prêt, et le film s'est écroulé du jour au lendemain, quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'est tragique, quoi. C'est vraiment très triste parce que ça aurait été un super projet. C'était vraiment un film qui convenait parfaitement à la patte de Christophe Gans. Le scénario était vraiment très sympa. Enfin, j'étais persuadé que le film allait être vraiment super chouette. Il s'agissait d'adapter Corto en Sibérie. Le fait que ce soit basé sur une bande dessinée, en l'occurrence sur cette bande dessinée-là, ça ne change pas grand-chose pour moi, parce que contrairement à ce que je disais sur Harry Potter, par exemple, le style d'Hugo Pratt est tellement stylisé qu'il définit presque pas visuellement son univers. C'est-à-dire qu'en fait, chez lui, c'est des personnages qui sont très forts, très caractéristiques. On retient très bien la silhouette de Corto Maltese, mais je te mets au défi de me citer un seul décor dans Corto en Sibérie, tu n'en trouveras pas un seul, quoi. C'est vrai, quasiment la plupart du temps, il ne les dessine pas, quoi. Donc pour moi, c'est pas là, j'avais pas de contrainte particulière de ce côté-là, quoi. Surtout que là, en l'occurrence, il s'agit de faire du concept art réaliste, ce qui n'est pas du tout le cas du style d'Hugo Pratt. Donc c'est vraiment aux antipodes, quoi. C'est le jour et la nuit. Après, sur l'univers visuel, comme il s'agissait d'adapter Corto en Sibérie, bah, c'est sûr qu'on était plutôt dans le style les steppes enneigées. Il y avait un train blindé. Toute l'histoire, c'est une histoire de train. En fait, il y a un train blindé qui transporte un trésor. Alors, je ne me souviens plus très bien, mais qui doit être intercepté par un autre train blindé. Donc tout ça, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Évidemment, j'ai eu beaucoup de trains à dessiner, ce qui n'est pas toujours très facile. C'est pas le truc le plus facile à dessiner. Surtout les trains blindés qui n'existent pas, il faut les inventer de A à Z. Pour Christophe, l'idée, c'était vraiment d'en faire un film d'aventure à l'ancienne, quoi, un film à gros spectacle. Dans l'esprit visuel, on est quand même souvent dans une espèce de mélange entre, je vais exagérer beaucoup, mais entre Laurence d'Arabie et Renaud Wetren. C'est-à-dire qu'il y a le côté train qui fonce dans la neige, tout est glacé, le train lui-même est couvert de glace, et en même temps, c'est Corto Maltese, les BD d'Hugo Pratt étaient excessivement imprégnés du cinéma d'aventure des années 60, la grande époque du cinéma d'aventure, 50-60. Donc voilà en gros où ça nous menait. Pour ceux qui ne savent pas, je fais en fait des grands livres, des livres qui font 35 par 25, donc des livres très grand format, qui reprennent les nouvelles de Lovecraft en les illustrant entièrement. C'est-à-dire toutes les pages sont illustrées. Ce qui fait en gros entre 52 et 62 pages d'illustration par nouvelle. Voire, quand c'est des très longues nouvelles et qu'elles sont coupées en deux, c'est le double d'illustration. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Je suis fan depuis que je suis adolescent de l'univers de Lovecraft, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Et ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête d'adapter ces nouvelles en version illustrée. Et en même temps, je ne le faisais pas parce que j'étais persuadé que ça existait déjà. Et un jour, je me suis décidé à vérifier. En fait, j'ai vu que personne ne l'avait fait. Donc, ok, pas de problème, c'est mon tour. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et en fait, je me suis lancé là-dedans en essayant d'exploiter
mon vécu de concept artiste. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais j'ai essayé d'imaginer que Lovecraft, c'était un réalisateur avec lequel je travaillais et qui me décrivait son projet, et que si ça avait été le cas, comment j'aurais fait les concept art pour illustrer son projet. Et donc j'ai pris chaque scène, si j'ose dire, hein, chaque scène de ces nouvelles, et j'en ai fait un concept art. Voilà. Le plus spectaculaire possible, puisque là j'avais du temps. En général, dans les productions de films, il faut aller vite. Là, j'avais tout le temps que je voulais, donc j'ai pu vraiment aller très très loin dans le détail sur les images. Donc faire des key art vraiment très chiadés. Et donc j'ai attaqué ces projets-là comme si je m'attaquais à des films, en fait. Ce qui fait que j'ai un rendu assez cinématographique sur ces projets-là. Le projet, c'est le même que ce que j'ai déjà fait sur l'appel de Cthulhu et les montagnes hallucinées. Ce sera en un seul tome, celui-là. Le texte est un peu plus long que celui de l'appel de Cthulhu, donc il y aura sûrement une 60aine de pages plutôt qu'une 50aine. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'en fait, déjà parce que la nouvelle est excellente, selon moi. Ça fait partie des grandes nouvelles de Lovecraft. Il fera, je trouve, un très bon triptyque avec les deux premiers. L'appel de Cthulhu, c'est certainement une de ses nouvelles les plus variées au niveau visuel. C'est celle qui m'a permis, moi, de faire le plus d'atmosphères différentes possibles, le plus de lieux différents possibles. Les montagnes hallucinées, c'est l'extrême inverse. Quasiment tout se passe au pôle Nord, dans des ruines enneigées. Donc c'était un challenge de tenir comme ça sur 2 livres entiers avec des ruines sous la neige. Et là, l'horreur à Dunwich, c'est encore un truc complètement différent, puisqu'on est dans la Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts. Donc une espèce de campagne américaine qui ressemble presque à la campagne anglaise, à ceci près qu'elle est un peu plus montagneuse, un peu les Vosges en fait, d'une certaine manière. Donc c'est semi-montagneux, c'est souvent des vallées très encaissées, remplies de broussailles et de forêts impénétrables dans lesquelles il se passe des choses bizarres. Tout se passe dans une espèce de bled paumé qui s'appelle donc Dunwich, environné de plein de fermes avec des fermiers qui sont là depuis des générations et des générations et qui sont un peu dégénérés et qui sont un peu devenus fous avec le temps. Et évidemment une créature horrible qui va survenir dans la région, et des scientifiques, des professeurs d'université qui vont s'intéresser à cette affaire et qui vont venir depuis l'université de Miskatonic, d'Arkham, étudier le phénomène sur place. Et donc, du coup, moi, j'ai la possibilité de faire d'une part une atmosphère un peu à la Sleepy Hollow, hein, ce genre de campagne glauque, angoissante, et de style Oxford, Cambridge, les boiseries, les professeurs un peu classe, avec le monocle, etc. Donc c'est encore un truc complètement différent des deux premiers. Et j'aimais bien l'idée comme ça d'avoir quelque chose de varié sur l'ensemble des bouquins. Donc c'est pour ça que je suis passé par celui-ci pour l'instant. Mais après, il y en a encore d'autres qui m'attendent, hein. Il y a le cauchemar à Innsmouth, dans l'abîme du temps, enfin il y en a plein qui sont encore, qui me tendent les bras.